Imaginez un peu, on est en 1966 et une lettre arrive. Une lettre qui ne vient ni d'un ami, ni de la famille, mais qui prétendrait venir de bien, bien plus loin. Elle contient une affirmation tellement folle qu'elle pourrait changer notre vision de l'univers. Alors, on va plonger ensemble dans ce document pour en découvrir l'histoire et le message incroyable. Et voilà, dès les premières lignes, la phrase qui met le feu aux poudres. La lettre, elle ne prend pas de gants. Nous ne serions pas seuls. Et plus fort encore, ces voisins cosmiques seraient déjà là, parmi nous, cachés, sous nos yeux. C'est une affirmation qui dépasse l'entendement. Mais alors, d'où est-ce que ça sort, exactement? Eh bien, l'origine de cette révélation, c'est une série de documents qu'on appelle les lettres Humo. Les auteurs se présentent comme des explorateurs venus d'une planète lointaine du même nom. Et attention, ils ne se contentent pas de lancer ça comme ça. Non, ils nous racontent toute l'histoire de leur arrivée. Alors, comment est-ce que tout ça a bien pu commencer? Ce qui est fascinant, c'est que d'après la lettre, leur voyage n'a pas débuté parce qu'ils nous observaient, mais parce qu'ils nous écoutaient. Ils auraient capté une simple émission radioterrestre qui a servi, en quelque sorte, d'invitation cosmique par accident. Jetez un œil à cette chronologie. C'est d'une précision folle. Un signal émis en 1934. 14 ans plus tard, hop, ils le captent. 2 ans à peine après ça, en 1950, ils débarquent sur Terre. Et cette lettre, qui date de 1966, elle arrive donc 16 ans après leur installation. C'est comme s'ils voulaient nous montrer que tout était calculé pour justifier leur long silence. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Ils ne disent pas juste un signal radio, ah non. Ils donnent une fréquence exacte, 413,44 mégacycles. C'est le genre de détail ultra précis qui ne a pas l'air d'avoir été inventé au hasard. C'est une tentative évidente de donner un poids scientifique à leur histoire. Et les détails continuent de pleuvoir. La source du signal, un navire de recherche norvégien près de Terre-Neuve. Ils ajoutent même une petite anecdote. Au début, ils ne comprenaient rien au code Morse, ils pensaient que c'était du binaire. Chaque petit détail semble choisi avec soin pour rendre leur récit non seulement plausible, mais presque vérifiable. Bon, d'accord, ils sont là, mais pourquoi faire? Là-dessus, la lettre est très claire, et le but de leur mission ressemble étrangement à une fameuse règle de non-interférence qu'on connaît bien dans la science-fiction. Leur objectif, ce n'est donc ni la conquête, ni un grand contact officiel spectaculaire. C'est une mission purement scientifique, une étude passive. Ils se présentent en fait comme des anthropologues cosmiques, là pour observer notre civilisation, notre biologie, notre planète, mais avec une règle d'or, ne jamais, jamais interférer. Oui, mais cette fameuse règle de non-interférence, elle soulève une question évidente. Que se passe-t-il quand des humains, eux-mêmes, les supplient d'intervenir? C'est une faille possible dans leur plan. Et la lettre, eh bien, elle y répond de front. Et les exemples qu'ils citent sont, assez intenses. Des demandes pour carrément éliminer des gouvernements entiers, pour jouer les gendarmes du monde. Des requêtes aux conséquences énormes. Et à chaque fois, leur réponse est un non, ferme et définitif. Leur mission, ils insistent là-dessus, est et restera une pure observation. Voilà, cette phrase, elle résume tout. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est une règle fondamentale qui les empêche d'agir. C'est leur code de conduite, et visiblement, ils s'y tiennent. Et ça nous amène à la partie la plus philosophique du document. S'ils sont là et qu'ils communiquent par lettres, pourquoi rester cachés? Pourquoi ne pas simplement se montrer et tout prouver une bonne fois pour toutes? C'est la question que tout le monde se pose, évidemment. La lettre anticipe cette objection et y consacre une bonne partie de son argumentation. Et la réponse n'est pas vraiment celle à laquelle on pourrait s'attendre. Alors pourquoi tout ce secret? La lettre est formelle. Ce n'est pas par peur de nous. Mais le point le plus déroutant, c'est qu'ils affirment ne pas chercher à être crus. Pour eux, se révéler au grand jour, ce serait juste un spectacle inutile, et l'anonymat est simplement plus pratique pour mener à bien leur mission d'étude. Pour bien illustrer leur point de vue, ils utilisent une analogie qui est, franchement, assez provocatrice. Demander une preuve physique à un vaisseau qu'on pourrait toucher, disent-ils, c'est comme un paysan du Moyen-Âge qui refuserait de croire au laser juste parce qu'il n'en a jamais tenu un dans sa main. C'est une critique assez directe de notre besoin de preuves tangibles. Et on termine avec cette phrase qui est peut-être la clé de tout ce mystère. Ils ne nous demandent pas de croire aveuglément. Au contraire, ils nous retournent la question. La valeur de leur témoignage, disent-ils, ne dépend pas du spectacle, mais de la logique de leurs arguments. En gros, leur défi, c'est « si ce qu'on raconte vous semble absurde, alors ne nous croyez pas ». C'est une conclusion audacieuse qui force à s'interroger sur une question fondamentale. Au fond, c'est quoi une preuve?